Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à tous, excellente matinée à vous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus dans Vous êtes formidables avec, comme toujours, vous savez, des gens formidables de la région, qu'ils le soient par leur talent, leur savoir-faire, leurs initiatives ou leur parcours. C'est le cas, bien sûr, de l'invité d'aujourd'hui que j'accueille tout de suite. Notre invité, c'est François Buffo. Bonjour, maître. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Donc, François Buffo, faut-il le rappeler, vous êtes musicien, auteur, compositeur, interprète, un de ces artistes qui font la richesse de la chanson française, même s'ils ne squattent pas forcément les premières places du top 50, mais il n'y a pas de quoi vous vexer. Il faut dire que pendant longtemps, votre énergie allait vers un autre métier plutôt de l'ombre, celui-là, puisque vous étiez kiné d'une grande équipe de basket, immense équipe de basket. On va voir avec vous comment vous avez mené de front métier et passion, et comment cette passion d'ailleurs est devenue votre métier. Mais tout de suite, une première photo Instagram, vous allez reconnaître cette ville, et j'allais dire ce monument. Normalement, c'est Limoges, c'est ça? Oui, ça doit être. Eh ben oui, ça doit être le Palais des Sports de Eh Beaublanc. ben, c'est ça, Eh ça me ben oui, rassurait pas. mais non, mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait quand même un petit moment, et je crois qu'ils ont un petit lifting de la toiture, Oui, oui, ce il qui est fait tout que neuf. j'ai douté un moment, oui, mais c'est bien ça. Limoges, son palais des sports Beaublanc, Limoges, préfecture de la Haute-Vienne, c'est une ville dans laquelle vous avez passé beaucoup de temps. Oui, j'ai grandi en Creuse et j'ai fait toutes mes études universitaires à Limoges, où j'étais resté. Vous êtes né à Argenteuil, vous avez grandi à Guéret, et vous êtes devenu le kiné donc d'une fameuse équipe de basket qui s'appelle le Limoges CSP. Alors CSP, ça veut dire Cercle Saint-Pierre. C'est une équipe qui a été plusieurs fois championne de France et même championne d'Europe. Eh oui. Comment est-ce qu'on devient kiné d'une équipe comme ça? Quand on a une petite étoile, beaucoup de chance, et puis qu'ils font appel à un passionné assez fou furieux pour y passer ses journées. Et puis j'étais de toute façon passionné de sport, et j'ai vu la jonction du sport et de quelque chose qui était déjà peut-être un petit peu showbiz, même si, comme vous l'avez bien dit, à l'époque j'étais plutôt dans l'ombre. Voilà, mais effectivement c'est un coup de chance. Je devais faire 1 an pour voir, et je suis resté 12 ans. C'est pas mal, 12 ans. Vous avez vécu donc de très grands moments, avec eux notamment en 2000, ils ont réalisé le triplé, vainqueur de la Coupe de France, du championnat de France, et la fameuse Coupe Cora qui n'existe plus, mais qui était une compétition européenne. Et en même temps, c'était une année très difficile, je crois, du côté des finances. Le club était au plus bas. Tout à fait. Paradoxe, plus grande réussite et mauvaise santé. C'est tout à fait ça. Et en même temps, c'est aussi ce qui en a fait une année magique, notamment au niveau de l'humain, parce que les valeurs étaient renversées. On était avec des dirigeants qui nous disaient plus ouais, il faut gagner le match, t'as eu tes sous. Non, c'était là l'inverse, nous qui disions, enfin surtout les joueurs, qui disaient bon, mais on a gagné le match, faudrait nous trouver des sous. Et le rapport est complètement inversé. Et le groupe a retrouvé une passion, un plaisir de jouer au basket en première ligne. Il paraît que les joueurs jouaient bénévolement, c'est vrai? Beaucoup Quasiment. ont laissé les grands noms, Yann Bonato, Fred Weiss, les leaders de l'époque, et les gros salaires ont laissé 75% de leur salaire, et même pour certains récupérer leur argent un peu, en partie en tout cas, beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de ces années-là? Il me reste des lumières au fond des yeux sans doute, et puis des belles rencontres. J'ai croisé beaucoup de joueurs, mais j'ai d'abord croisé beaucoup d'hommes. Donc comme dans la vie, on garde des liens au-delà du professionnel avec certains, et puis moins avec d'autres. Mais voilà, justement, c'est la vie. Est-ce qu'il y a quelques petits regrets, une certaine nostalgie d'une époque où il y avait peut-être moins d'individualisme qu'aujourd'hui? C'est vrai que moi qui ai commencé en 92, j'ai vécu des années où même en avion, on jouait aux cartes, on parlait cinéma, on parlait musique avec les joueurs, on parlait culture. Et les dernières années, donc j'ai arrêté en 2004, c'était déjà des générations avec le casque sur les oreilles, des vidéos, des jeux individualistes, chacun dans son coin. Ouais. Ouais. Alors depuis votre adolescence, vous avez un lien particulier, je crois, avec la musique. Il paraît que la première personne que vous avez vue jouer d'un instrument, c'était un clochard dans la rue, c'est vrai? Mais vous savez tout. Presque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça a alimenté le discours de mon papa à l'époque qui disait les musiciens, c'est des mendiants.
Et moi, j'avais sans doute le gaz déjà sous la marmite et le couvercle qui commençait à pousser. Mais voilà, j'avais d'abord pas envie d'être mendiant, sans doute, même si la musique m'attirait. Ouais. Et c'est donc beaucoup plus tard, quand mon cousin Germain a laissé sa guitare à la maison, que j'ai senti vibrer ça sur mon ventre et je me suis dit, ouf, je serais peut-être pas clochard, mais au moins je vais pas rater ça. À 15 ans, vous avez commencé la guitare. C'était un coup de foudre pour l'instrument et pour la musique? Oui. C'est venu vraiment assez brusquement dans ma vie. Bah, c'est aussi l'époque où on se cherche par rapport au père, justement. Parce que la musique était déjà dans la famille, quand même. Oui, maman était pianiste, mais ça faisait appel à des choses douloureuses qui fait que je l'ai très peu vu jouer. Je crois qu'elle jouait peu du piano parce que le piano avait explosé dans un bombardement, c'est ça? Cet homme sait absolument tout, c'est formidable. Non, mais non, vous allez m'en apprendre encore. C'est vrai que voilà, c'est sans doute pour ça qu'elle jouait si peu. Il y avait bien sûr les blessures de ce piano, mais c'était rien à côté de ces blessures de petite fille qui avait vu ce piano disparaître en même temps que sa maman. Ouais. Alors vous avez créé un groupe qui s'appelait Aller Simple. C'est là aussi si mes informations sont bonnes. Tout à fait. Dont vous êtes le chanteur. Vous faites les premières parties d'artistes comme Catherine Lara ou Nino Ferrer, des gens de ma génération, ça leur parle forcément. Mais la musique est toujours passée quand même après le travail. Et oui, encore une fois, il y avait ce sac à dos qui disait non, la musique, c'est pas un vrai métier. Voilà. Mais en même temps, je vois avec le recul, ça m'a offert la liberté de toujours faire de la musique par passion et sans avoir à calculer, sans avoir à me dire il faut chercher les cachets, il faut chercher des sous. Non, je faisais de la musique. J'organisais ma vie professionnelle par rapport à la liberté qu'elle m'offrait vers la musique, mais je n'étais pas contraint obligé à jouer dans les balles, voilà, obligé de jouer pour jouer. Pas de concession. Voilà, pas de concession. C'est quand même une grande chance. Et la liberté. Vous faites de belles rencontres, en particulier avec les musiciens qui vont former votre trio. Il y a Sébastien Debeau qui est pianiste, qui est pianiste, accordéoniste. Alors lui, il a accompagné les plus grands. J'ai eu ses références, notamment Aznavour, Souchon, Woolsey et quelques dizaines d'autres. Oui. Ben, en fait, là aussi, c'est le métier de kiné qui m'a ouvert la porte des studios où ces gens-là travaillaient. Et donc, j'ai réuni ce que j'avais moi comme savoir-faire à l'époque. Vous avez soigné les musiciens? J'allais soigner les musiciens. Et puis, au bout de quelques années, ils m'ont dit, mais tu fais aussi de la musique, mais on va faire ton album. Et voilà, ça s'est enchaîné. Puis Sébastien, il a plus l'âge d'être mon fils, on a 20 ans d'écart. Et il m'a tout de suite dit, mais moi, je veux les jouer, ces chansons. Il faut sortir ça des tiroirs. Voilà. Alors, le troisième du trio, c'est Philippe Parent, qui lui est guitariste. Ouais. Il paraît que vous avez refusé d'être le kiné de l'équipe de France de basket, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bah, mon ego était sans doute flatté, mais là, encore une fois, j'organisais ma vie professionnelle pour la liberté qu'elle pouvait me laisser pour faire de la musique. Vous êtes redevenu libéral, kiné libéral? Alors après le basket, oui. L'équipe de France, c'était vraiment pendant les mois d'été, les tournois, les Jeux Olympiques, tout ça, ça aurait été pendant l'été, le seul mois où je pouvais ressortir un peu les guitares et leur enlever la poussière. Donc là, j'avais détourné cette proposition. Alors, votre premier album, il sort en 2002. Ça dépend des trains qu'on prend, c'est son titre. Il y a un deuxième en 2010 que j'ai là entre les mains, qui s'appelle Les Cabines de plage. Ah, pardon, c'est celui-ci. Ah oui, c'est La Passerelle, donc Les Cabines de plage. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons pour ceux qui vous connaissent pas? Je raconte. En fait, je me pose pas vraiment la question. Les émotions, elles osent sortir que parce qu'elles sont mises en musique, et je n'ose les partager que parce que justement, j'invente pas grand-chose. J'espère que mes émotions d'homme sont forcément celles de l'auditeur. Donc voilà, c'est juste. Mais j'invente pas. J'invente très peu. J'invente des fois sur une boutade, sur quelque chose comme ça. Mais au départ, c'est mes émotions d'homme. C'est pas des chansons à message. Quoique, sur les réfugiés, on peut considérer que c'est un message. Oui. On peut dire que ce sont des chansons sur l'amour, l'amitié, le temps qui passe aussi. Oui, tout à fait. Mais vous faites allusion aux voyageurs. J'ai eu la grande fierté d'avoir mis en musique des mots de Raymond Gary. Ces mots-là, j'ai pu me les approprier avec cette chanson, mais c'est les mots de Raymond Gary au départ. Alors là aussi, une belle rencontre. Non, oui, mais voilà, les émotions d'un homme, tout simplement. Voilà. On va voir une deuxième photo. Alors là aussi, pas de mystère, vous allez reconnaître la ville en question. C'est avec sa fameuse tour. Tiens, ça je connais bien, oui. C'est Cray, dans la Drôme. Eh oui. 2012, vous vous installez dans la Drôme, donc dans notre région, à Cray. Pourquoi Cray d'ailleurs?
Alors ça, c'est mon amoureuse qui avait envie de s'installer là. Oui, et puis moi, j'y aurais pas pensé tout seul. Donc, et elle a bien fait parce que vous n'êtes pas débarrassé de nous. On se plaît vraiment beaucoup. Et dans cette région, et particulièrement dans cette vallée de Drôme qui est magnifique. Troisième album, c'est bien lui cette fois. C'est La Passerelle. Alors là, c'est le trio qui s'exprime. C'est en 2013. Trio avec lequel vous produisez sur scène. Oui. C'est l'essence même du métier d'artiste. Oui, c'est vrai que c'est la finalité, c'est le point culminant du plaisir quand on est en public et qu'on partage justement ces émotions qui sont au départ un peu personnelles. On est déjà encouragé par le fait que les musiciens qu'on admire, qu'on aime, ça les approprie. Mais évidemment, quand on voit le public voilà, pleurer et rire en même temps, en tout cas partager ses émotions, voilà, c'est le point culminant. Alors moi, comme je suis complètement égoïste, j'ai décidé de partager quelque chose. Vous nous offrez une chanson, donc extraite de cet album qui est le tout dernier, l'album qui s'intitule « Ici le temps n'a qu'une aiguille ». Alors cette chanson, c'est La Robe Rouge. Oui. Et pendant que vous vous installez, parce que vous allez jouer en direct avec la guitare, et pendant que Fanny nous installe un micro, je voulais dire que vous serez sur scène le 18 mars en duo cette fois-là à l'Agen d'Arc, c'est à Lyon, à la Croix-Rousse, dans le cadre de la Croix-Rousse. Le 19 mars à Courzieux, le 2 avril à Tournon, puis je donnerai 3 dates un peu plus tard. On a bien fait les choses, ce sera pour enlever le micro. Je vous écoute, La Robe Rouge. Il part au boulot et son pas, pourtant, est bien plus léger depuis quelque temps. Un petit bonheur bat sur son chemin au numéro 8 rue des Augustins. Car c'est là qu'un jour il a vu entrer comme une étincelle trop vite passée une robe rouge qui semblait danser et rendit plus belle toute sa journée. Il n'eut pas le temps, l'instant fut si court, de lui dire merci, de lui dire bonjour. Lui qui ce jour-là était si chagrin, a vu s'éclairer l'air frais du matin. Comme pour rendre un peu du bonheur qu'il eut, à sentir vivant son vieux cœur ému. Chaque jour depuis, il passe remettre une fleur ou deux dans la boîte aux lettres. Et puisque la boîte ne déborde pas de toutes ces fleurs depuis tant de mois, c'est bien que la robe l'ouvre quelquefois. En tout cas, le croire suffit à sa joie. En tout cas, le croire suffit à sa joie. Merci. Merci. Tout seul, je pense qu'en coulisses, ça applaudit aussi. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Je laisse Fanny enlever le micro et j'ajoute ces dates donc, de concert. Le 3 avril à Vernoux en Vivarais, c'est en Ardèche. Le 11 mai à Argonnet, c'est près de Chambéry, donc en Savoie. Et le 15 mai à Crest, c'est retour à la maison. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, chanson extraite de cet album Ici le temps n'a qu'une aiguille. Et en vous écoutant, alors je le savais, mais c'est devenu une évidence, il y a de l'Anne Sylvestre là-dedans. Ah bah particulièrement dans cette chanson. C'est vrai on parlait des belles rencontres. J'entendais sa voix parallèlement à la vôtre. Ah bah c'est un grand compliment parce que l'étincelle qui fait naître cette chanson, c'est Anne qui dit un jour « Je voudrais des fleurs dans ma boîte aux lettres aujourd'hui et j'en ai fait une robe rouge ». C'est vraiment une chanson qui est écrite en atelier d'écriture sur une journée. Et elle a la gentillesse de me glisser à la fin de la journée. Bon, toi, François, c'est pas un exercice que tu as fait. Tu as fait une chanson de plus, j'espère que tu la joueras. Et clin d'œil, la première fois que j'ai joué cette chanson sur scène avec mon complice, c'était au centre Léo Ferré à Ivry. Et je l'ai vu débarquer dans la salle. Il me dit ah bah pour une fois que tu joues à Paris, je vais pas te rater. Grande dame de la chanson qui nous a malheureusement quitté depuis. Vos sources d'inspiration, justement en musique et en chanson? La vie tout simplement, ouais. la vie avec ses sourires, avec ses tristesses, mais des tristesses qui sont de toute façon une autre forme d'émotion. La vraie tristesse, ça serait de pas être vivant, de pas être ému. Ouais. Donc on peut être ému par des parents qui disparaissent, par des enfants qui grandissent, par des amis qui disparaissent. Mais la vraie tristesse, encore une fois, ça aurait été de ne pas les rencontrer. Sinon, s'il y avait 2 artistes qui vous ont particulièrement inspiré?
Alors, je sont des dirais, modèles? la première calotte, c'est François Béranger. Et le deuxième, c'est sans doute Claude Nougaro. Bon, belle référence. Vous voyez comment ce monde dans quelques années, parce que vous décrivez, alors je ne vais pas dire avec nostalgie, mais je parlais du temps qui passe. Je trouve que c'est très présent dans cet album, le temps qui passe. Bah, c'est vrai que particulièrement cet album qui a été enregistré en confinement est hors du temps quelque part. On s'est retrouvés tous les 5 en studio avec Stéphane Piot qui l'a réalisé, Pierre Jandot, notre réalisateur de scène, et puis Philippe et Sébastien. On était vraiment à huis clos, à 5, autour des chansons. Et le temps était suspendu. Donc on espère évidemment que c'était qu'un instant et que bien sûr tout ça va basculer dans la vraie vie, dans la scène. On croise les doigts en tout On cas, va croiser notamment les doigts, oui. pour les artistes. On va passer à notre question formidable. Formidable, pardon, tout de suite. François, qu'avez-vous à dire aujourd'hui aux gamins et aux gamines de 15 ans? Ceux qui n'achètent plus les disques, J'ai à leur dire que peut-être ils passent à côté de quelque chose qu'ils retrouveront plus tard. Qu'il faut vivre avec sa vie. Moi, à 15 ans, j'ai pas vraiment écouté la musique que mon père a voulu que j'écoute. Et ils ont bien raison d'écouter la leur. J'ai juste l'impression que leur musique n'est plus très mélodique. C'est une dimension qui m'embête un peu. Mais par contre, il y a encore des vrais auteurs. Il y a encore des alors vrais c'est pas auteurs. un auteur qu'on va recevoir tout de suite, c'est votre Ah, invité coup de cœur. Ouais. Il exerce dans un autre art, c'est Benoît Souverbi qu'on accueille tout de suite. Bonjour Benoît. Alors je précise, Bonjour. on vous a pas mis de plexi entre vous parce que vous êtes venus en voiture ensemble, Oui. vous connaissez bien, donc Ouais. si le mal devait être frais, eh ben, c'est déjà trop tard. Vous êtes dessinateur et plasticien. Oui. Benoît, et je demande tout de suite justement à François pour quelle raison il a voulu vous avoir à ses côtés. Bah, d'abord, c'est un artiste que j'admire, puis c'est un homme que je rencontre qui est passionnant, qui est passionné, et voilà, et j'ai l'immense chance qu'il ait accepté d'illustrer cet album, justement, voilà, donc, oui, c'est vrai que quand on se promène dans l'atelier, déjà, j'ai une idée fausse sans doute des plasticiens, en tout cas qui est pas du tout une image correspondant à celle de Benoît, c'est que même quand on est dans son atelier, au milieu des toiles, des grands formats, des petits formats, des sculptures, de la ferronnerie, de tout ça, eh ben il y a toujours une place pour d'autres artistes dans son univers. On va Et il est laisser très parler. curieux de l'autre. Voilà. Il fait ça très bien. Alors, vous avez un point commun, c'est que vous n'êtes pas originaire de notre région, mais vous vous êtes tous les deux tombés amoureux de la Drôme. Vous, c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans, c'est ça? Dans une trentaine d'années, oui. Ouais. Et vous vivez à Grannes. Oui, c'est près de Cré, donc on n'est pas loin. Il paraît que Et la région est un repère d'artistes. c'est ça, C'est vrai? c'est ça. Parce que c'est très laid, Non, c'est mais pour ça? Alors justement, c'est vraiment une région qui se prête parce que les paysages sont tout le temps jolis, magnifiques même. Et puis il y a culturellement, il y a quelque chose qui se développe Ouais, c'est vrai que chez c'est très nous. riche culturellement. Ouais, Vous donc- dessinez depuis toujours? Ah oui. Oui. Pourquoi Bon. d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a amené au dessin? C'est le jeu du dessin, le jeu de la ligne, la technique et la projection en fait. Ce qui est intéressant, c'est de projeter des images qu'on invente C'est bien ce qu'on a dans la et tête de les sur des papiers. écrire d'une certaine façon. Donc en fait c'est ça, c'est l'écriture de la pensée imaginaire. On va voir des images de ce que vous faites, que vous avez gentiment fourni. On peut parler d'œuvres monumentales, alors pas toujours, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à cet art difficile quand même? C'est le fait de travailler en grand, ça permet d'avoir un rapport physique avec la matière et de développer des idées grand format pour pouvoir plonger dans l'univers artistique en fait. C'est bien plus agréable de travailler en grand que tout petit. Et puis c'est physique, au moins on est dehors, on respire et il faut des grues. Il y a un autre rapport à l'œuvre d'art. Oui, c'est un rapport plus physique. Alors on dit toujours que l'art, c'est le mélange d'une technique et d'un talent. Le travail du métal, la partie technique est particulièrement importante et vous utilisez la découpe au plasma. Ouais. Donc là, il y a eu un apprentissage qui était lourd quand même. Pas vraiment un apprentissage parce que ça s'est fait naturellement par le biais du dessin. J'ai découvert un jour qu'en dessinant sur la tôle, je pouvais tout simplement, avec cet outil extraordinaire qu'est le découpeur plasma manuel,
que je pouvais dessiner et découper directement dans la tôle. Alors là, du coup, j'étais libre. J'étais complètement libre de faire ce que je voulais. Donc je dessine sur la tôle et je découpe directement dedans, et librement et facilement. Plus l'outil est léger, normalement, plus l'art est facile, non? C'est une l'art contrainte que vous s'accommode. imposez? Ouais, la contrainte, c'est dans n'importe quelle technique. Quoi qu'on fasse, on a des contraintes qu'on dépasse. C'est comme ça qu'on devient artiste ou chanteur ou technicien. C'est qu'on dépasse des techniques, en fait. Où est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Le mieux, c'est de venir me voir à Grane, dans la Drôme, donc. Parce Quand que on tape Grane, Benoît-sous-Verdeby, et on ça trouve, marche. et on trouve votre adresse. Ouais, ça On vous marche. téléphone avant quand même, hein, parce que c'est pas un musée. Faut prendre La rendez-vous. maison borde un chemin borde la maison, qui est un chemin pour se promener, et donc on n'a qu'à se promener par là, et si je suis là, je serais très, très content d'ouvrir la porte. L'invitation est lancée. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre travail, nous l'avoir montré, même si c'est une petite parcelle. On va retrouver Loïc Ballet tout de suite et on va proposer un choix à notre invité, sachant que Loïc, comme toujours, se promène dans la région, il visite des territoires et que cette semaine il est à Malval, c'est dans la Loire et notamment à l'est de Saint-Étienne dans le parc naturel régional du Pilat. Il vous propose 2 rencontres. Alors, ça va être à vous de choisir, il faut bien regarder les images. Ouais. La première c'est avec Marion qui est une jeune conteuse qui fabrique elle-même les décors de ses théâtres d'ombre. C'est un travail assez fascinant tout en finesse et en magie qui ensorcelle les spectateurs de ces histoires. Et la deuxième rencontre, c'est avec Laurent qui sculpte de magnifiques baguettes destinées aux magiciens et aux sorciers. Si vous ne savez pas comment on fabrique des baguettes magiques et que si vous ignorez ce qu'est l'âme d'une baguette, vous allez l'apprendre. Alors entre les théâtres d'ombre et les baguettes magiques... C'est difficile, mais j'ai déjà vu un sujet sur les baguettes magiques. Alors je vais découvrir Marion. Les théâtres d'ombre. On va faire la rencontre de Marion tout de suite. Au cœur du Pilat, petit détour par Malval. Là-bas, une artiste fait parler d'elle. Elle se nomme Marion. Elle est conteuse d'ombres. Son travail, raconter des légendes en travaillant avec le principe des ombres chinoises. Et je peux vous dire qu'elle va nous éclairer sur son art qui mérite le détour. In this madness, in this world, with its swiftness and its coldness, you're my peace of mind. Bonjour Marion. Bonjour et bienvenue à Malval. Voilà, c'est les coulisses, c'est ça? C'est l'atelier, c'est la fabrication, c'est le travail de création. Oui. Et après, je vais le montrer. En route? Allez, c'est parti. Là, c'est l'atelier. C'est l'atelier. Tout petit, mais efficace. Alors, vous, l'idée, c'est de travailler avec la lumière pour l'imaginaire. Ouais. C'est ça? Alors, ça commence comment, cette et histoire? la lumière. Ah oui, l'ombre. Oui, mais moi, je parle de la lumière, mais en fait, c'est surtout l'ombre. Il n'y a pas de nombre sans lumière et inversement. Exactement. J'ai essayé, en fait, de faire des spectacles en partant de rien et je n'y arrivais pas. Donc, j'avais besoin d'avoir un objet et de me dire, ah tiens, là-dedans, il pourrait y avoir ça. Donc ça, par exemple, cette lampe, on raconte des histoires avec cette lampe? Oui. Je lui ai proposé de devenir le village de Rosalune, dans lequel habite l'héroïne du spectacle sur lequel je travaille en ce moment. Comment il prend vie, ce village, en fait? Typiquement, celui-ci, il va rester figé, D'accord. à part quand Rosalune va se pencher à sa fenêtre. Elle apparaît de l'autre côté de notre abat-jour et elle ouvre ses volets. Ça, c'est table de nuit, c'est ça? Alors oui, il y a base. table de nuit, c'est lettre. Après, c'est une table de nuit quand même, moi, qui m'intrigue parce qu'elle a la particularité d'avoir 4 portes. Par exemple, de cette porte-là apparaît donc Rosalune à sa fenêtre. Et là, dans cette petite mallette, là? Dans ce tiroir, il y a le village de Rosalune. Il y a des fois, ça marche pas. Il y a des fois, ça marche pas et on y a passé des heures et on est très frustrés et on passe à autre chose. Bon, et la forêt, elle est où, là? Eh ben, la forêt, elle est là. Elle est là-dedans. Bon, vous nous racontez une histoire, nous? Allez. Eh oh! Y a quelqu'un? J'ai mal aux pattes. Puis elle est pas là, ma maman. Alors, pourquoi on fait ça? Ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, mais j'ai toujours été fascinée par les ombres depuis toujours. On peut jouer avec les ombres et faire des choses magiques avec pas grand-chose. En fait, on n'a rien inventé avec la réalité augmentée et ces fameuses lunettes où on voit plein de non. choses. Bon, on peut avoir la fin de l'histoire ou pas? Non. Non. Venir voir le spectacle.
Ça, c'est la partie commerciale. Voilà, merci à Loïc. On retrouve tous les vendredis à 9h50 dans En Vadrouille, juste après cette émission. Et notre invité était les yeux collés sur cette jeune créatrice. C'est magnifique. Ah, ce c'est qu'elle fait. magnifique. C'est magnifique, oui, oui. Et Ça, puis- ça parle à l'artiste que vous êtes. Oui, bon, je suis sûr que les baguettes magiques étaient. Elles sont J'ai très bien aussi, Très on les- envie de les on- découvrir aussi. on les Non, verra mais une là, fois. Marion, oui, j'ai cette magie et la réunion du petit enfant qui est en nous et de l'adulte, j'espère qu'il reste émerveillé par ces choses simples et belles, très poétiques. Ouais. Elle est formidable. Hop, l'occasion de vous demander, Voilà. c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous? Oh là, c'est quelqu'un qui est sincère. Je crois que c'est vraiment le mot, c'est le mot qui m'est venu en tout cas, oui. On va accueillir quelqu'un de, j'espère, sincère et sans doute formidable, qui est avec nous tout de suite, c'est Émile Brun. Bonjour Émile Brun. Bonjour. Vous êtes fondateur et président d'une association qui s'appelle Mon Émile. C'est vous, Mon Émile? C'est moi. Alors C'est pas modeste, ça. Non, non, c'était pas pour être narcissique, loin de moi. Le but étant de créer du lien avec les seniors directement, donc que le senior puisse s'approprier Mon Émile et dire que Mon Émile va pouvoir l'aider dans le quotidien de manière générale. Voilà, donc c'est une association qui accompagne les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes. Les tâches quotidiennes, c'est très varié. Alors c'est beaucoup de vaste, choses. mais effectivement comme on restreint un minimum parce qu'on a beaucoup déjà de choses à faire, mais notamment sur l'accompagnement vers les services de proximité tels que la banque, les rendez-vous médicaux, ou en ce moment énormément la vaccination puisqu'on a beaucoup aidé dans la première dose, la deuxième dose, et maintenant la troisième dose sur laquelle on accompagne les seniors vers les centres de vaccination, hein, et on les aide également dans la prise de rendez-vous. L'association aide également dans la fracture numérique, dans l'aide administrative, dans l'isolement de manière générale par la présence de bénévoles qui vont venir échanger, jouer à des jeux ou bien se balader autour des résidences ou autres de nos aînés. Ça vous fait du pain sur la planche, ça, hein? Ça fait énormément de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses à pouvoir du coup faire et pouvoir aider les seniors, c'est quand même Alors vous parlez de fracture numérique. On en parle depuis longtemps. Est-ce que petit à petit, elle commence à être résolue, cette fracture, ou est-ce qu'elle existe toujours, ou est-ce qu'elle empire même? Elle existe malheureusement toujours. Elle a été mise au devant de la scène par la crise du Covid, qui effectivement on s'est rendu compte que les seniors, le fait qu'ils soient isolés, Ça l'a accentué. ça a accentué puisque nous on a eu beaucoup de cas où des seniors, où les familles étaient très loin. Le seul moyen, nous, c'était assez facile pour nous de faire un FaceTime ou de faire une visio, de faire les Zooms. On a beaucoup parlé des Zooms, etc. Mais Voilà, tous ces logiciels qui tous permettent ces de logiciels communiquer qui en permettent de image. communiquer, mais sauf que les seniors n'ont pas ni de tablette, ni de smartphone, ni d'ordinateur. Donc comment on fait pour les aider? Parce que le téléphone, c'est bien, ça permet de communiquer déjà ça, mais après, c'est toujours mieux d'avoir un visuel. Donc on a vu et constaté sur le terrain que les seniors n'étaient pas encore connectés à 100%, mais que ça progresse et que la génération qui arrive derrière du papy boom est une génération qui sera connectée. Donc on est vraiment à la frontière avec une génération qui va être de plus en plus connectée, mais celle actuelle a encore du mal, mais progresse. Donc on est sur une pente plutôt ascendante, mais voilà, le combat vers la fracture numérique est en tout cas en cours. C'est une association qui existe depuis combien de temps et quel est son territoire? Alors c'est une association que j'ai fondée en mars 2020, au début de la crise de Covid. Au début, c'est une initiative pour pouvoir aider les seniors près de mon domicile, à Marseille, parce que je suis marseillais. Mais puis elle s'est accentuée, elle s'est développée, et maintenant on est présent dans l'axe du territoire français, on va dire en région PACA, en région Rhône-Alpes, en Ile-de-France, même en Corse. On est beaucoup actifs en Corse de manière générale. Et après, de manière éparpillée, mais on va dire qu'on aide déjà ça et c'est déjà énorme en termes du comptable de seniors. Et notamment la région Rhône-Alpes qui nous prend énormément de temps. Voilà. C'est combien de bénévoles? Alors à Lyon, parce on parle de Lyon, on est à 60 bénévoles à Lyon. En fait, on parle d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'Auvergne-Rhône-Alpes, mais à Lyon même à 60 Ouais. et plus aux alentours. Moi je parle juste de Lyon, centre et première couronne, on va dire, de Lyon. Et après, plus on s'éparpille. Effectivement, on a même des bénévoles à Villefranche, sur Saône, à Saint-Bonnet-de-Mur, à Saint-Priest, à Bron, toutes ces communes. Et puis on élargit du coup de plus en plus par rapport à ça. Qui sont ces bénévoles? Alors on a des profils de l'étudiant au retraité. Alors c'est vrai qu'on
On a des profils, voilà, des jeunes des fois on recrute, alors j'aime pas ce mot, mais on recrute dans les écoles de commerce ou dans les universités, puisque par exemple à Lyon, on a des partenariats avec une école de commerce qui s'appelle du coup BSB ou l'université catholique de Lyon, sur lequel on crée des partenariats avec ces écoles-là pour avoir des jeunes étudiants qui nous rejoignent, puisqu'on aime bien créer aussi du lien du coup intergénérationnel. Et puis on a des profils de l'avocat au restaurateur. Ils sont formés, préparés? Ils sont formés et préparés, donc on a vraiment un processus du coup de formation. On valide leur profil parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour accompagner les seniors. Il y a véritablement une formation, je veux dire entre guillemets, parce qu'on n'est pas formateurs, mais on les accompagne, on leur donne des clés, puisque c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accompagner les seniors. C'est un investissement et un engagement. On les aide au niveau psychologique sur comment aborder un senior, comment écouter un senior. Donc c'est important. Donc il y a réellement un suivi, une formation avec eux, et derrière, voilà, avec des réunions, soit en présentiel si on le peut, soit en Zoom ou d'autres moyens de communication, pour qu'on puisse véritablement les accompagner, les aider et avoir un retour sur les missions. Brièvement, une dernière petite question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier justement de votre aide? Est-ce qu'il y a des conditions de ressources, par exemple, des conditions d'âge? Alors oui, que la personne ait plus de 60 ans. Alors c'est la grande question, à partir de quand on est senior, mais on va dire à partir de 60 ans. Et après, on aide tous les seniors. On n'a pas de classe sociale. Voilà, c'est ouvert à tout. Effectivement, on a quand même la seule barrière qu'on a, si c'est la personne a une dépendance trop élevée, ou dans ces cas-là, on ne peut pas l'aider malheureusement s'il y a une perte d'autonomie trop élevée, parce que nos bénévoles ne sont pas issus du secteur médico-social. Mais vous n'avez pas au-delà de vos compétences. Voilà, on ne peut pas demander à un étudiant ou un autre bénévole de pouvoir aider quelqu'un qui a un mal d'Alzheimer trop poussé ou une perte d'autonomie qui est trop importante. Merci, Émile Brun. Merci à vous. Merci. Pour cette association qui s'appelle Mon Émile. J'ai vu que notre invité était très attentif. Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'Olivier, dont le métier est de régler. Alors ça, c'est plutôt pour vous, pour vous, François. Donc son métier, c'est de régler, réparer, restaurer des instruments de musique. Sa spécialité, les instruments à vent. Et oui, on ne parle pas de guitare. Les instruments sur lesquels il intervient avec sa grande expertise, ou ça, dans son atelier de Montélimar, c'est dans la Drôme Expertise, qui lui vaut d'ailleurs aujourd'hui le titre de maître artisan d'art. Et oui. De la simple opération mécanique, comme ici, enlever une bosse sur cette trompette, à la restauration complète de cette flûte traversière, Olivier le tourneur, facteur d'instruments à vent, y mettra la même application, la même passion. Dans la solitude de son petit atelier bien ordonné, l'artisan fait appel à son instinct et ses sens. Il y a l'odorat, on sent la colle qui chauffe, le toucher au niveau de la chaleur, et puis le visuel est très important. Si on voit la couleur changer sur un instrument qui est verni ou argenté, ça veut dire qu'on a un peu trop chauffé, donc il faut vraiment être vigilant sur le chalumeau. Une flamme pour son métier qui brûle sans consumer le plaisir de restaurer, de régler les instruments au plus juste, et ce, quelle que soit la personne qui lui aura confié. Que ce soit un débutant, un simple débutant du conservatoire qui a 2 ans ou 3 ans de saxophone, ou un professeur ou un concertiste qui fait des concerts, je prendrai vraiment autant de plaisir à ce que la personne soit satisfaite, contente, et puis sur l'instrument lui-même, de le réparer comme ça, c'est un grand plaisir à chaque fois pour moi. Diplômé de la prestigieuse école des métiers de la musique du Mans et fort de 20 ans d'expérience, une nouvelle note vient se rajouter aux gammes d'Olivier le Tourneur, le titre de maître artisan d'art. Une motivation supplémentaire, plus qu'une consécration. J'ai toujours fait attention à avoir un travail propre et régulier dans la qualité, mais là ça me pousse encore plus à essayer d'atteindre, on l'atteint certainement jamais, mais d'atteindre la perfection en termes de réglage, et puis que chaque musicien soit vraiment très satisfait du réglage final pour tous les instruments. À 48 ans et plusieurs centaines d'instruments passés entre ses mains, Olivier n'a pas fini de continuer à satisfaire les musiciens. Voilà, François Buffo, très attentif. On parlait de métier de l'ombre tout à l'heure, quand on parlait de votre métier de kiné. Ça aussi, c'est un métier de l'ombre qui est indispensable aux musiciens.
C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Et j'ai vraiment, je crois que je suis évidemment pas le seul, à avoir beaucoup d'admiration pour tous ces métiers sans lesquels on ne pourrait pas avoir les instruments magiques. Moi, je pensais évidemment à mon ami Thomas Fejos qui a fait cette guitare que j'ai jouée tout à l'heure. Et c'est vraiment un moment magique pour nous d'aller dans là où ils nous préparent. Dans leur antre, ouais. Mais c'est au cœur des choses hein, que c'est magique. Je parlais de l'atelier de Benoît. Voilà, c'est vraiment quand on va voir dans les coulisses ce qui se passe que la magie, on la touche. On retrouve la baguette magique. Des gens formidables. Et allez, une autre personne formidable parmi nous qui est Lucille Potvin, que vous connaissez. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Qui vient nous voir régulièrement, responsable d'association Conscience et Impact Écologique, une association qui fait la sensibilisation au respect de l'environnement. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des produits d'entretien. Tout à fait. Alors ça englobe quoi les produits d'entretien? Alors ça englobe la lessive, les produits multisurfaces, en fait tout ce qu'on utilise pour nettoyer. Que ce soit à la voiture, à la maison. Exactement. Et soit non, c'est plus des produits d'entretien. Non, on va appeler ça des produits d'hygiène. Alors globalement, les produits d'entretien, c'est vrai que c'est une catastrophe, on peut le dire, pour l'environnement, mais aussi directement pour notre santé. Quels sont leurs impacts? Alors ça va dépendre des produits. On va avoir des produits qui vont avoir des vapeurs. Donc on va les respirer, ça va avoir un impact sur la respiration. Toxicité sur l'organisme. Voilà, tout à fait. Pour les personnes qui ont de l'asthme ou qui sont très sensibles, ça peut avoir des répercussions sur la santé. Et même aussi pour des personnes qui ont des problèmes de peau, le fait d'être en contact directement sur notre peau avec ces produits, ça peut être vraiment très dangereux. Voilà, sans compter l'impact sur l'environnement. Et c'est quoi l'impact direct? Alors, ça va se retrouver en général dans des canalisations qui ne sont pas toujours de bonne qualité, et directement en fait dans les sols et dans les nappes phréatiques, donc l'eau potable qui est à notre disposition. Les plus dangereux, c'est quoi finalement? La javel, tout simplement déjà, et tout ce qui va être des mélanges de produits chimiques. Il faut savoir, c'est quand on utilise des produits d'entretien, souvent on en utilise plusieurs, et il va y avoir un cocktail de produits chimiques qui, en se mélangeant, vont produire des solutions qui sont très très nocives. Ouais. Alors, ce que vous avez trouvé comme solution, c'est qu'on les fabrique nous-mêmes. Et vous nous avez apporté quelques ingrédients pour y parvenir. J'ai regardé un peu les étiquettes. C'est vrai qu'a priori, dans tout ça, il n'y a rien de bien dangereux pour l'environnement ni pour l'organisme. Tout à fait. La plupart, en plus, sont même comestibles. On les trouve dans la cuisine pour... je vais penser notamment au vinaigre blanc, bicarbonate de soude, éventuellement aussi l'acide citrique, qui est simplement du citron. Donc, ce sont des produits qu'on trouve dans notre consommation classique. D'autres, on ne les mange pas. Je pense notamment aux paillettes de savon, on évite. Oui. Mais, bon, en même temps, même si on les mange, on ne peut pas en mourir. Enfin, il faut éviter les grosses quantités quand même. C'est ça. Disons que ce ne sont pas des produits qui, au contact de la peau, même pure, vont avoir un effet nocif. Donc, on peut les utiliser et on peut les mélanger sans problème. Ah oui, donc pas de cocktail dangereux explosif. Non, tout à fait. Là, je vous ai montré, il y a un petit exemple, c'est de la lessive fait maison, qui est faite avec le bicarbonate de soude, des cristaux de soude, un petit peu de vinaigre blanc et surtout des paillettes de savon. Donc il y a 4 ingrédients qui, ensemble, permettent de nettoyer, mais qui n'explosent pas et ne polluent pas l'environnement. Ils ne sont pas dangereux pour soi. Vous avez la recette exacte, elle est compliquée ou pas? Il suffit de mélanger à quantité égale. En 2 secondes, je vais vous la donner. 50 g de paillettes de savon, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de cristaux de soude et 3 litres d'eau. Après, le vinaigre blanc, il va se mettre dans le petit, le petit endroit où on met en général l'adoucissant. Ah d'accord. Moi, je l'utilise pour tout et ça suit. On nettoie tout avec le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, il les désinfecte, il désodorise, c'est ce qu'il y a de mieux. En général, c'est l'odeur. On a peur que l'odeur reste sur les vêtements. Très vite. Mais elle part tout de suite. Donc c'est extraordinaire. Le combo bicarbonate et vinaigre blanc, on peut faire toute sa maison avec, sans problème. Et alors moi j'ai fait manger ce qu'il y avait dans votre petit pot là. C'est quoi? Oui. Alors en fait, ça, ce sont des petites pastilles pour les WC. Ah oui, donc j'ai quand même peut-être bien fait de ne pas les manger non plus. Je ne serais pas mort, mais c'est peut-être pas agréable. Non, mais c'est pas très très bon. C'est très salé parce qu'en fait, il y a un mélange de bicarbonate avec de l'acide citrique qui va permettre de pouvoir former ces petites pastilles et tenir ensemble et d'être effervescent. Oui. Est-ce qu'on en a oublié un ou pas? La terre de diatomée. Ah, je ne connaissais pas ça. Alors la terre de diatomée, c'est une composition de terre assez particulière, mais en fait c'est un insecticide. Donc si vous avez une invasion de mouches, de fourmis, ou même si vous avez des animaux de compagnie qui ont des puces, il suffit juste de lui mettre de la terre de diatomée, de secouer, passer un coup de brosse et c'est terminé. Et on précise que tout ça, ça ne coûte rien ou presque? Rien du tout. Typiquement la lessive, 3 litres de lessive en supermarché, c'est à peu près 8 €. Ici, il y en a pour à peu près 3 €.
Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Lucille. Merci. Toujours efficace, claire, concise. Merci beaucoup à notre invité François Buffo, dont je rappelle que le dernier album s'intitule « Ici, le temps n'a qu'une aiguille ». Dernière question, comme d'habitude dans cette émission. Que pensez-vous de cet homme-là? Ça désarçonne, hein? Non, oui, ça désarçonne. Non, c'est pas à moi d'en parler de cet homme-là. Je le connais trop bien. Et est-ce que je le connais vraiment? Je ne sais pas. Ah ben on va rester sur une question. Vous posez vous-même, je trouve que c'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Passez une très belle journée sur France 3. À demain, au revoir. Vous souhaitez revoir ce programme? Allez sur aura.france3.fr et choisissez le replay qui vous plaît.